Eh bien, bonjour à vous, et pour cette dernière vidéo de l'année, on va parler d'une chose qui fâche ou pas. Les comptes rendus de TP et Kezako. Allez, c'est parti. Lorsque vous arrivez à la fac en première année, vous voyez dans les emplois du temps TP. Et bien souvent, à cause d'un manque d'informations ou de temps, ou un peu les deux, ou éventuellement un prof qui vous explique pas assez, vous ne savez pas forcément vraiment ce que c'est que un TP. On est là pour en parler pendant quelques minutes. Tout d'abord, un TP est un travail pratique. Et il existe deux grandes sortes de TP, avec deux objectifs pédagogiques très différents. Le plus simple, a priori pour vous, étudiants, qui nécessiterait le moins de travail possible, eh bien, c'est un peu un TP d'un genre QCM, on dirait. C'est-à-dire que l'enseignant va vous donner une feuille à trous, où vous allez être complètement guidé. Où on va vous dire, branchez ci, faites ça, mesurez ci, mesurez ça, comparez, donnez la valeur, quelles sont les incertitudes, comment faire ci, comment faire ça. Donc en gros, vous avez une sorte de texte à trous à remplir. Le but de ces TP étant de vous faire vérifier en séance quelques connaissances pratiques. C'est pas mal, mais c'est pas un véritable TP au sens production de documents scientifiques. Vous vous êtes inscrit à l'université dans une filière scientifique. A priori, vous allez sans doute embrasser une carrière scientifique, au moins jusqu'à la fin de votre licence, voire plus. On va vous demander de savoir rédiger un document scientifique que vous allez adresser au correcteur. Alors il se trouve que effectivement on a là un petit peu cette notion de note sanction qui nous traîne au-dessus de la tête, où on se dit bon, qu'est-ce qu'il faut mettre pour avoir 14 ou 15 ou la moyenne. Effectivement, à l'université, on est obligé d'un moment donné de donner des notes et c'est très difficile de faire des TP sans donner de notes. Ça arrive, mais c'est plutôt l'exception pour le moment. L'idée, c'est que ce document va être en fait un document qui doit être lisible par quelqu'un qui n'était pas, par exemple, en séance. Et bien souvent, lorsque l'on vous donne un document qui résume ce que vous allez faire en TP, qui va vous aider à faire une préparation au TP, à cette séance de TP qui dure en général 2-3 heures, c'est un peu plus qu'un TD, eh bien souvent vous la préparez mal parce que vous n'appréhendez même pas ce que vous allez faire pendant la séance. Des fois c'est le document qui est tellement mal rédigé ou trop dirigiste que vous êtes complètement bloqué. L'idée c'est d'essayer de savoir ce que vous allez faire pendant cette séance et lorsque vous êtes en séance, faire les mesures. Et ensuite le compte rendu de travaux pratiques sera fait à la maison. Les enseignants peuvent généralement vous laisser un petit peu de temps. Il y en a qui demandent un compte-rendu en fin de séance. Personnellement, je m'aperçois que c'est pas efficace pour plusieurs raisons. Eh bien, la première raison, c'est que vous êtes bloqué par la note. Vite, il faut rédiger. Quitte à pas observer le phénomène physique en question, mais vous allez marquer une grosse bouse sur votre copie parce que vous croyez que ça va passer. Non, ça ne passera pas. Si vous n'avez pas observé le phénomène, si vous n'avez pas su le décrire, non, vous n'aurez pas de points, quoi. Et surtout, vous ratez la compréhension du phénomène en question, puisque vous ne l'avez pas bien mis en évidence, pas bien vu, vous n'êtes pas capable éventuellement de l'expliquer ou de commencer à fournir un début d'explication. C'est pour ça qu'on vous laisse ces documents à rédiger à la maison. Il est évident que si vous avez une semaine et qu'il est à rendre le mercredi prochain, si vous l'attaquez mardi soir, vous passez complètement à côté de ce cadeau que les enseignants vous font, qui consiste à aller approfondir certaines choses à la bibliothèque ou sur le net. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez observer des choses et vous allez vous appuyer sur ce qui aura déjà été montré dans la littérature ailleurs. Si vous ne faites pas ça, tant pis. Et vous ne serez pas allé aussi loin que ce que vous auriez pu. Notamment, lorsqu'on vous demande de rédiger une introduction, c'est plutôt intéressant de contextualiser la chose en citant des références historiques.
Parce qu'il y en a avant vous qui ont fait l'expérience. Je ne parle pas du groupe B la semaine dernière, je parle de scientifiques très connus, du genre Newton ou autre, que sais-je. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est de contextualiser dans votre introduction, de présenter le dispositif expérimental comme si la personne qui allait vous lire ne savait pas ce que vous faites finalement. Donc il vous faut vraiment tout décrire. Et c'est pas en une copie recto verso que vous allez y arriver. Et c'est pas juste avec du texte, il faut des schémas. Il faut organiser l'information, il faut prendre en main le lecteur pour lui laisser le moins de zones d'ombre possible. Il faut vraiment que vous fassiez tout ce travail-là. C'est très compliqué en première année d'arriver à bien faire ça, mais c'est néanmoins nécessaire. Parce que dans le futur, vous allez être amené à défendre des projets, même si ce n'est pas en recherche, même si ce n'est pas en rapport avec la physique ou la chimie ou les sciences. Vous allez à un moment donné devoir présenter des choses, c'est quasiment sûr. Ou alors vous restez dans votre coin, mais bon, ça c'est plutôt l'exception. Donc vous allez devoir interagir. Et nous commençons dès la première année à vous préparer à ce mode d'interaction. Organisez vos pensées et les coucher sur le papier pour qu'elles soient le plus claires possible. Il va sans dire qu'une maîtrise de la langue est plus que bienvenue. Également une maîtrise de l'écriture au sens, j'écris pas n'importe où dans tous les sens, et voilà, il faut quand même une écriture agréable, parce que sinon vous allez mettre la personne qui vous lit, et en l'occurrence qui va vous donner une note, hein, dans ce cas-là, un petit peu, comment dire, contre vous. Ça faut vraiment éviter. Même si ce que vous mettez à l'intérieur c'est génial, eh bien il ne faut pas, vraiment il ne faut pas que ce soit illisible. Parce que sinon la personne ne va pas capter que c'est génial. Elle va avoir une barrière. Il faut enlever toutes ces barrières pour passer un message. Des messages. Montrer que vous avez finalement compris le truc. Sans dire j'ai compris le truc. Ça va couler de source quand on lira. Si on arrive à vous lire. C'est important la lecture. Je dis ça parce qu'il y en a, ils écrivent en hiéroglyphe, on dirait. Et encore, en cunéiforme. Cunéiforme, j'ai déjà eu. Voilà. Et des fois, il y en a, sérieusement, pour vous dire, c'est une petite parenthèse, je n'arrive pas à lire le nom. Comment je peux mettre une note à quelqu'un qui n'a pas de nom? Comment je fais, moi? Allez, tiens, 8 sur 20. Parce que ça vaut pas forcément plus, du coup. Mais bon, revenons. Et puisque nous parlons de la note, petite parenthèse sur la note. Il y a 36 milliards de méthodes. Il y a des grilles d'évaluation hyper précises, aux marches d'escalier, jetées en l'air. Et je rigole à peine en disant ça. Non, en fait, c'est très difficile de véritablement noter à sa juste valeur une copie, parce qu'elle va dépendre du correcteur, elle va dépendre de l'état d'humeur du correcteur, elle va dépendre de l'ordre dans lequel la copie est corrigée, et elle va dépendre de plein de choses. On ne pourrait pas faire corriger ça par 26 lecteurs, sinon on ruinerait la France tout simplement, parce que ça deviendrait beaucoup trop cher de payer des études à énormément de gens. On ne pourrait pas payer des correcteurs à l'infini. Donc on essaye de s'adapter quand on corrige ce genre de copies, qui ne sont pas vraiment des copies, puisqu'il n'y a pas de barème fixe, bien que certains puissent en créer, certains notent l'évolution. Mais tout ça, c'est des questions que vous devez poser à votre enseignant. Comment vais-je être évalué? Sur la base de quoi? Et là, les réponses pourront diverger un petit peu d'un enseignant à l'autre. Le tout, c'est que vous soyez au courant des règles du jeu, tout simplement. Moi, par exemple, j'essaie de noter un petit peu l'évolution. C'est un collègue à moi qui m'a appris ce truc-là, et ça marche très bien. C'est pas facile à mettre en place, et je dis pas que c'est tout le temps bien mis en place, mais j'essaye. C'est-à-dire que généralement, je vois les étudiants sur plusieurs TP. Si le premier TP, ils ont oublié de me mettre les unités sur une figure, ce qui est la base, je les enguirlande pas trop. Je leur mets en rouge unité, et si dans le compte-rendu d'après, c'est pas fait, alors là, je les sac, par contre. Mais je les sac violents pour qu'ils comprennent vraiment le message. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Certains? Ouais. Bon, non, l'idée, c'est que vous fassiez un document qui soit compréhensible et qu'on se dise pas, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'on se dise pas, mais il répond juste aux questions là qui sont données. Non, 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 non. L'idée, c'est une pensée scientifique avec du coup des observations, une théorie qui est développée, qui peut être juste une théorie que vous avez vue en cours qui est rappelée, ou des bases qui sont rappelées, mais qui vont vous servir dans la comparaison avec l'expérience. L'expérience vous dit, j'ai mesuré ça. Bien. Est-ce que la théorie, elle me dit ça ou pas? Quelles sont mes marges d'incertitude sur la mesure? Est-ce qu'il y a un accord ou pas entre cette théorie et ce modèle? S'il n'y a pas accord, est-ce que c'est parce que j'observe un fait nouveau, ou que mon modèle n'était pas le bon?
C'est-à-dire qu'il manque un ingrédient physique pour pouvoir arriver à reproduire ce que j'observe. Si j'arrive à reproduire ce que j'observe, qu'est-ce que j'arrive à en déduire? Est-ce que j'arrive à en déduire la charge de l'électron sur la masse de l'électron dans une certaine manip? Est-ce que j'arrive à en déduire les lois de Snell-Descartes? À définir le rapport de vitesse de propagation de la lumière d'un milieu vers un autre milieu? Est-ce que j'arrive à faire tout ça? Est-ce que j'arrive à comprendre d'où vient cette loi de Snell-Descartes? Ou alors c'est juste une loi comme ça, pouf pouf, et il n'y a pas de principe sous-jacent fondamental? Tout ça, c'est des questions qui sont amenées à être répondues par l'étudiant qui suit le cours, qui donc est interrogé en cours, qui est normalement mis en ébullition, son cerveau doit bouillir dans son cours, il doit se poser des questions, il doit aller à la BU, il doit lire des choses en plus, enfin, il doit se passer quelque chose à un moment donné. Il ne peut pas juste se dire, l'étudiant, bon bah j'ai un compte rendu à faire pour demain matin, ça me fait chier, je sais pas quoi mettre, je suis à l'intro. T'as fait quoi toi, Roger? C'est pas possible ça. C'est dommage. Faut être investi dans ces études. Et surtout, il faut conclure à la fin. Vous avez fait tout un raisonnement scientifique, mais à un moment donné, bah, il va bien falloir que vous disiez quelque chose. Ouais, mais pas, oui, j'ai aimé ce TP, ça m'a apporté énormément de choses, je suis super content d'avoir été là. Merci monsieur le professeur, mettez-moi une bonne note, bisous. Voilà. Non, ça, c'est pas possible. Il va falloir que vous concluiez quelque chose sur qu'est-ce que ça vous a appris. Là, j'ai pas de support de TP, donc je peux pas vous donner une phrase correspondante. Mais si on prend un exemple en disant par exemple que vous avez étudié la propagation de la lumière d'un milieu vers un autre milieu, et vous vous apercevez peut-être que la forme entre le milieu 1 et le milieu 2 est importante. Et vous avez vu qu'en fait cette courbure entre le milieu 1 et le milieu 2, cette différence dans les rayons lumineux, directions différentes, est due à en fait un principe sous-jacent qui s'appelle le principe de Fermat, qu'on a vu dans le TP. Ça peut être plein d'autres choses, hein, mais voilà, bon, en fonction du TP, vous ne pouvez pas conclure 36 milliards de choses non plus. Mais voilà, il faudra conclure quelque chose d'un petit peu plus large, et pas ouais, j'étais content. La forme, je rajoute un truc sur la forme, c'est que c'est bien d'encadrer ses résultats quand même, parce que quand on a un truc, un monobloc, où on ne sait pas où sont les résultats, où on ne sait pas où est la méthode, où il n'y a pas de code couleur, où il n'y a rien du tout, où on lit tout en bloc, et à la fin, quand on en a 30 à corriger, on en a un peu marre, et on lit très vite. Donnez-nous envie de vous lire. Si j'achète un bouquin, ou si j'achète un journal dans lequel il y a des articles, eh bien ces articles, c'est pas des monoblocs. C'est découpé, on a envie de rentrer dans le texte, vous voyez, il y a différents chapitres, il y a différentes parties, différentes sections, mais on comprend un petit peu l'organisation. Même des fois, il y a un résumé ou un sommaire. Alors, vos documents, vos comptes rendus de TP, ils ne sont pas suffisamment longs pour faire un sommaire, généralement. Hein, ça, c'est plutôt quand vous faites des comptes rendus de stage, hein, c'est plutôt un petit peu plus tard dans votre cursus. Mais quand même, l'idée, c'est de bien découper les choses, qu'on comprenne bien où et quoi. Ça, c'est primordial. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un compte-rendu de TP? C'est l'ancêtre des articles de recherche scientifique modernes. Que font les chercheurs quand ils publient un article? Eh bien, ils ont un résumé. Et surtout, ils ont une introduction qui contextualise la recherche, le pourquoi du comment, quels sont les enjeux, blabla, tout ça, avec une bibliographie correspondante, hein, bien sûr, qu'on met à la fin. Ensuite, ils vont décrire la méthode ou le dispositif expérimental. Et éventuellement, après, ils vont décrire leurs résultats et ils vont discuter leurs résultats. Éventuellement dans le cadre de telle ou telle théorie. Alors ils vont pouvoir valider telle théorie, invalider telle autre et progresser dans la connaissance. Puis ils vont conclure quand même en disant qu'ils ont progressé dans la connaissance. Voilà. Hein, voilà. Le compte-rendu de TP, c'est exactement la même chose sur des trucs qui sont plus de la recherche, hein, qui sont des choses qui ont été vues il y a plusieurs siècles, a priori. Surtout lorsqu'on est en première année, où on ne fait pas forcément des trucs modernes qui ont été faits en laboratoire il y a 6 mois, quoi. Mais voilà, dans l'essence, c'est le même type de document. L'enseignant qui vous demande ça, c'est un enseignant très exigeant. Mais c'est un truc qui peut vous apporter beaucoup si vous vous donnez le temps de réaliser correctement ce document.
Et voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté un petit quelque chose en plus. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai dans toute la mesure de ce que je peux répondre, avec ma partialité, etc. Mais j'essaierai de vous y répondre. Donc j'espère que les comptes rendus de TP ont un petit peu moins de zone d'ombre pour vous. J'espère que ceux qui veulent aller à l'université commencent à appréhender un petit peu le truc. On vous donne la chance de rédiger un document scientifique, c'est quand même formidable, alors faites-le tout simplement, voilà, et prenez-y du plaisir en plus. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on peut prendre du plaisir à expliquer les choses, quoi, et à montrer, à avoir une certaine démarche. Voilà, c'est fini. Mais surtout n'oubliez pas de rester critique. Et je crois que je vais me préparer à manger parce que là j'ai les crocs, je vous raconte pas. Je vais quand même aller vérifier que la prise était bonne, que j'ai appuyé sur le bouton. Ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Tout d'abord, il faut savoir... On l'a refait. Pas du tout fait.